Bonjour Clotilde, comment tu Bonjour, vas? bien merci. Donc on se retrouve pour notre nouvel épisode, donc dans notre série où on fait des interviews sur des sportifs de haut niveau qui ont voilà, des expériences de vie très différentes. Et aujourd'hui on se retrouve avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore? Oui, alors je suis Clotilde Flogère, je suis une ancienne internationale de rugby féminin. Voilà, j'ai 42 sélections en équipe de France entre les années 2001 à peu près et 2008, voilà, 2009, mes dernières sélections. Et voilà, j'ai joué après pendant longtemps au MHR féminin. Et aujourd'hui, je suis dirigeante du MHR féminin. Donc justement là on se retrouve dans les locaux du MHR féminin. Dans ta carrière, tu as l'occasion de connaître plusieurs clubs. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ton parcours de tes premiers matchs? Tu as commencé le rugby à Hong Kong, Ouais. de Hong Kong jusqu'à Montpellier et jusqu'à ton poste maintenant de directrice générale du MHR. Ouais. Alors, effectivement, j'ai commencé le rugby à Hong Kong, ce qui est assez atypique. Voilà, mon père travaillait là-bas et on avait un enseignant de PS qui était américain et qui travaillait à l'école française internationale et qui avait monté donc une équipe féminine au sein du lycée. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai joué 4 ans à Hong Kong, on jouait à 7. Et j'ai eu la chance de commencer là-bas parce que je pense que si j'avais commencé en France, on m'aurait certainement appris à faire des mêlées et des rucks parce que j'avais un gabarit pour jouer devant. Sauf que là-bas, on m'a appris à jouer à 7 vraiment, à faire des passes, à courir, à jouer des 2 contre 1, etc. Donc ça a été une super école. Et puis quand j'ai passé le bac, je suis rentrée en France pour faire mes études à Lyon. Là, j'ai cherché un club qui pouvait m'accueillir et je suis arrivée à Bourg-en-Bresse, voilà, qui était un club historique. Les Violettes Bressane, c'est un club historique, c'est le premier club de rugby Ok. féminin de France. Voilà, et donc j'ai joué pendant 5 ans aux Violettes Bressane. J'ai été championne de France de deuxième division avec ce club, enfin voilà, qui a accompagné mon arrivée, mon retour en France, Ouais. etc. Et avec lequel j'ai connu mes premières sélections en équipe de France. Voilà. Après la naissance de mon premier fils en 2004, j'ai changé de club. Je suis Ok. partie, j'ai joué pendant 5 ans à Dijon, et j'ai aussi connu des super moments parce qu'on a été championne de France de deuxième division et championne de France d'Armel Auclair, qui était l'antichambre de l'élite à l'époque. D'accord. Voilà, donc on a remporté 2 titres pendant ces 5 années à Dijon. Et suite à mon passage à Dijon et après la naissance de mon deuxième enfant, je suis arrivée à Montpellier en 2010. Du coup, j'ai joué mon premier match en 2010 avec Montpellier. Et là, j'ai joué pendant 10 ans pour Ok. Montpellier. Et avec Montpellier, on a réussi à obtenir 6 titres Ok. pendant que je jouais. Et donc, justement, le club de Montpellier a donc marqué une grande partie de ta carrière, voire même de ta vie. Et tu continues d'être impliqué encore aujourd'hui dans ce club. Est-ce que tu peux expliquer quel rôle tu joues pour le MHR féminin qui est en train de devenir l'une des structures les plus importantes en France, même si elle l'est déjà depuis 10 ans? Oui, alors, d'abord, pour moi, ça paraissait être une évidence. Enfin, effectivement, j'ai connu des super, super moments avec ce club, sur le terrain, et il y avait des gens, qui étaient un peu dans l'ombre et qui jouaient, le rôle que je joue aujourd'hui, qui l'ont fait pour moi quand j'étais joueuse. Et pour moi, ça me paraissait être une évidence, de continuer, en fait, ma carrière de joueuse et de rendre un peu, au rugby, ce que le rugby m'avait amené, et au club du MHR, ce que le club du MHR m'avait amené. Et donc, c'était pour moi une évidence de pas arrêter ma carrière, de pas partir de ce club-là. Voilà, par contre, je me sentais à l'aise sur un rôle de dirigeante, plutôt administratif et voilà, dans l'extra sportif, on va dire. Et donc, c'est ce rôle-là que j'ai endossé. Et puis, au fur et à mesure des années, on prend des responsabilités de plus en plus importantes, et puis parce que les besoins sont grandissants aussi, et que les moyens sont pas toujours, grandissent pas Ouais. toujours en même temps que les besoins. Et donc, à côté, tu es professeur des écoles. Oui. Est-ce que tu as pas eu une envie
de te reconvertir après le rugby dans la formation des plus jeunes. Est-ce que ça a été un moment, une question pour toi ou est-ce que ça a été une évidence de vouloir raccrocher les crampons et de ne plus, coacher ou Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rugby féminin, il y a pas de professionnels, c'est-à-dire qu'on ne vit pas du rugby féminin. Donc, pour moi, la question s'est jamais posée. Aujourd'hui, les internationales vivent de leur, pratique, hein, OK, puisqu'elles sont salariées de la fédération. Mais c'est vrai que, à moins d'avoir des diplômes dans le sport, effectivement, de travailler, dans des structures sportives en tant qu'entraîneur ou, enfin, on ne vit pas, du rugby, OK. enfin, voilà. Et c'est vrai qu'après, comme je t'ai dit tout à l'heure, être, bénévole, sur le terrain et encadrer des adultes, je m'en sentais pas capable, je me sentais pas les compétences. C'est vrai que j'aurais pu le faire pour des enfants, mais OK. comme c'était aussi par ailleurs, Ta ma profession. profession et que des enfants, j'en avais, toute la journée à l'école, j'ai préféré, voilà, je pense que j'aurais pu effectivement entraîner, des petites catégories, former les jeunes, sur le terrain. Je me suis dit que j'avais peut-être autre chose à amener en dehors du terrain, sur des compétences, différentes, OK. mais sur lesquelles je me sentais peut-être plus à l'aise et puis un peu différente de ce que je faisais aussi, dans Ouais la journée, au travail. Voilà. et donc justement, tu as parlé de cet aspect-là, de vouloir différencier ce que tu faisais au travail de ton investissement pour le club. Mmh, Comment tu arrivais à gérer tes journées en tant que sportif de haut niveau et en tant que professeur des écoles à côté? oui. Est-ce que c'était difficile? Alors, pour moi, ça a toujours été, compatible. Pour moi, j'avais 3 vies. J'avais une vie de professeur des écoles, une vie professionnelle, bah, Ouais. voilà, qui prend du temps, hein, c'est un métier qui est prenant. J'avais une vie de sportive, voilà, que j'essayais de mener en parallèle. J'avais aussi une vie, familiale, une vie de maman, puisque j'étais maman de un puis 2 enfants assez rapidement. J'ai eu mon premier fils à 24 ans et mon deuxième à 30, donc et j'ai joué jusqu'à 39 ans, avec, le MHR. J'ai pris ma retraite, pardon, à 40 ans. Donc j'ai toujours, mené ces 3 aspects, enfin longtemps en tout cas, Ouais. de front. En fait, j'ai toujours, bah, concilié, fait des concessions un peu dans tous les domaines et pour pouvoir, être investie, suffisamment dans tous ces domaines-là. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un métier qui me permettait quand même de m'entraîner sur des plages horaires où le rugby, Ouais. bah, s'adaptait un petit peu. Personne n'était professionnel, donc on était tous toutes sur des horaires plus ou moins de bureau, etc. Donc, bah, j'allais à la muscu entre midi et deux, je m'entraînais le soir, en collectif, voilà. OK. C'était, et quand je suis arrivée à Montpellier et que les exigences de club ont été de plus en plus Importante. importantes, et ben, moi j'avais déjà mes 2 enfants et puis finalement mes enfants grandissaient et mes enfants ont grandi avec les exigences du club et du coup j'avais un peu plus de liberté. Je OK. pouvais laisser un peu plus, soit avec des nounous, soit avec, et donc ça finalement ça s'est fait assez OK. naturellement, pour grandir, plutôt bien grandir, En même malgré temps, quoi. mon hyperactivité. OK. Donc toi, tu nous l'as dit, tu as une carrière qui a été quand même assez longue, pendant plus de 20 ans. Oui. Tu as pu voir l'évolution du rugby féminin. Comment tu pourrais la décrire? Est-ce qu'elle s'est vraiment fait, rapidement? Est-ce que maintenant il est beaucoup plus développé que quand toi tu étais joueuse? Et bah, ouais, comment il s'est fait finalement ce développement? Oui, le développement, il se fait rapidement pour le rugby féminin, déjà en termes de nombre de licenciés. À chaque coupe du monde, on gagne, enfin voilà, on gagne, chaque fois, en nombre de OK, licenciés et les effets a priori de la dernière coupe du monde ont été vraiment, en France. non, en Angleterre, Ah là, oui, elle vient de la se la terminer OK, là, oui celle d'accord, enfin cette coupe oui, du monde là, oui, celle oui. qui vient de se Oui, oui, terminer OK. là, voilà, a eu des effets hyper bénéfiques, C'est vrai? enfin voilà, ça a développé, ouais, les effectifs, en France, de façon très importante, voilà, parce que, bah, c'est vrai que l'image qui a été véhiculée a été hyper bonne, Ouais, tant au niveau de l'ambiance, qu'au niveau du jeu produit carrément. et de la qualité des matchs. Donc ça a été vraiment une grande réussite. Et voilà, donc le rugby féminin évolue, très vite, dans le nombre de ses licenciés. Forcément, bah, ça entraîne, une élévation du niveau et des exigences, en Ouais, fait, pour arriver au haut niveau et enfin voilà, de l'investissement. Bon, à l'époque, quand j'ai été internationale, pour la première fois en 2001,
on s'entraînait, 2 fois par semaine, dans notre club et on était voilà et on pouvait arriver au niveau international, OK. ça posait pas de problème Ouais, majeur et puis petit à petit et ben, on a eu de plus en plus d'exigences au niveau de notre pratique en sélection nationale. Donc on nous a imposé de la musculation, on nous a imposé de la préparation physique, on nous a imposé des choses qu'on ne faisait pas OK. forcément, avant et puis, bah, quand j'ai pris ma retraite internationale après la coupe du monde 2006 et que je suis arrivée à Montpellier, bah, j'ai découvert le haut niveau de club et là, pareil, les exigences, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont augmenté, bah, petit à Ouais, petit, mais ont été accompagnées. Donc on est passé, on nous a, bah, pareil, imposé, la musculation, la préparation physique et chaque année, on avait une séance supplémentaire, de collectif OK. ou de préparation physique ou de musculation, enfin voilà mais les choses évoluent effectivement, évoluent, beaucoup. Aujourd'hui, on bute encore sur la semi-professionnalisation ou la contractualisation des joueuses, parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, Ouais, du haut niveau et l'obstacle principal qu'on rencontre, bah, c'est le nombre de joueuses qu'il faut contractualiser pour avoir un groupe OK. semi-professionnel. Au rugby, il faut 40 joueuses quoi, pour faire une saison. Là où au basket, avec 10 joueuses, vous avez un effectif complet sur Ouais, lequel vous pouvez compter. plus ou moins compter pour la saison. Voilà, où on joue à 7, donc avec une quinzaine de filles, on est déjà pas mal. Au rugby Ouais, c'est si un vous gros n'avez pas effectif. 40 joueuses, vous allez avoir du mal Avec à les finir la blessés, saison. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un des obstacles majeurs. Voilà, du coup, les finances nécessaires ben, à cette contractualisation ou à cette semi-professionnalisation des joueuses, il est pour l'instant trop important par OK. rapport à l'économie actuelle du rugby féminin. Mais tous les développements dont on a parlé, en termes de licenciés, en termes de jeu, de visibilité, et cetera et d'attractivité. Ça va Tout ça, permettre, ça va permettre de tendre vers ce changement, majeur au niveau voilà, professionnel. qu'on espère, voir arriver, pas demain, mais peut-être après-demain. Et justement, tu as parlé de tout cet aspect, international. La première coupe du monde que tu as jouée, comment ça se passait? Enfin, est-ce que tu pourrais le comparer aux coupes du monde actuelles? Bah, tu as parlé de la coupe du monde d'Angleterre, Ouais. ou est-ce que c'était vraiment incomparable, Alors, c'était comparable dans le format, c'est-à-dire que, ben, on avait des équipes, qui venaient d'un peu partout dans le monde, Ouais, forcément pour une coupe du monde enfin voilà, mais c'était des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Moi, j'ai rencontré 2 fois les Néo-Zélandaises sur les 2 coupes du monde, que j'ai faites et je les ai jamais rencontrées en dehors des coupes du monde. Donc OK. c'était des équipes qu'on ne connaissait pas enfin voilà. Aujourd'hui, les filles sont beaucoup mieux préparées, elles ont des confrontations avec des équipes beaucoup plus lointaines, plus Ouais, régulières, on va dire, voilà. Après, bah, le format était plus ou moins le même, avec des poules, des qualifications, on sortait sur les pha enfin voilà, en phase finale et puis, la dernière était championne du ouais, monde, mais, voilà. Après, c'était incomparable au niveau de enfin, voilà, à mon époque, ça restait champêtre, hein, les compétitions qui se faisaient, elles se jouaient dans des petits stades ou alors dans des grands stades vides ouais, quasiment. Enfin voilà, aujourd'hui, voir Twickenham rempli, rempli pour une Coupe du Monde de rugby féminin, c'était complètement ouais. impensable à mon époque et c'était bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'évolution, elle va vite quoi. 82 000 personnes à Twickenham dans une ambiance de folie sur la finale, c'est quelque chose d'incroyable, ouais, dans l'évolution. Et donc tu as parlé de la Nouvelle-Zélande, Oui, c'est une terre de rugby, on le sait. Est-ce qu'au niveau féminin, à l'époque où, tu avais l'occasion de les jouer, est-ce que c'était déjà une équipe, vraiment supérieure aux autres en termes de développement? oui. Et comment ça se passait? Est-ce que tu as 2-3 anecdotes à raconter avec cette Ouais, équipe-là? alors, bah, la première fois où je les ai rencontrés, c'était donc à la coupe du monde 2002 à Barcelone et donc voilà, je suis arrivée en demi. Moi, j'avais fait un tournoi destination et j'avais jamais rencontré je les avais jamais rencontrées, les OK, Néo-Zélandaises. J'avais jamais rencontré que les équipes, bah, du tournoi
6 nations à l'époque, oui, je pense, ou peut-être encore 5, je sais plus. OK. Voilà, bon bref, d'abord, je me suis enfin, elles m'ont cassé le nez ou en tout cas, je me suis cassé le nez sur le match, enfin sur une sortie de mêlée ou bon voilà et je suis sortie en me disant: «J'ai eu l'impression de me jeter contre un mur OK. toute la partie». En fait, elles étaient on a pris 40 points, je pense, en demi. Clairement, il y avait un gap, énorme de niveau OK. entre elles et nous et j'ai eu l'impression que physiquement, elles étaient, enfin, c'était du Mieux rock, préparé. quoi. OK, Ouais, d'accord. c'était j'avais l'impression d'être un fétu de paille, face à, voilà, un mur de béton, voilà. Mais ça a été hyper enrichissant. Ce sont des filles qui ont grandi avec le rugby, enfin, là-bas, tous les enfants, jouent, ont des ballons de Ouais, rugby, enfin, jouent dans la cour des écoles, dès qu'il y a un carré de pelouse, enfin voilà et et moi, malgré tout, j'ai eu la chance de commencer jeune, par rapport à ma génération. J'ai commencé, à 14 ans, ce qui était assez jeune par rapport aux filles de ma OK. génération qui commençaient plutôt à la fac, quand elles avaient, 18 ou 19 ans, voilà et qui venaient souvent d'autres sports. Moi, j'ai été formée au rugby, ça a été mon sport, depuis le Ouais, début, et je disais souvent: «J'étais pas sportive, quoi, j'étais rugby woman», voilà et mais malgré tout, j'arrivais pas à la cheville de ces filles, bah, qui ont joué, enfin voilà, qui ont joué toute leur vie, quasiment et qui alors je connaissais pas bien le système néo-zélandais à l'époque, mais j'imagine qu'elles devaient jouer, beaucoup avec les garçons OK. jusque relativement tard et donc bah, forcément elles étaient ultra dominantes, sur les coupes du monde et sur le rugby, international, de l'époque, Ouais quoi. Mmh mh. et donc sur cette coupe du monde-là, si je me trompe pas, vous gagnez contre le Canada en petite finale? En petite finale, ouais, on finit 3e, effectivement et ça a été un super moment. On joue cette petite finale, je parlais de grand stade vide, on joue cette petite finale, au stade olympique, de Barcelone, OK. voilà, devant, je sais pas, peut-être une centaine de spectateurs. Enfin voilà, le stade Ouais, était vraiment, vide. vide, mais mais ça reste un super souvenir et des ça a été des moments humains, enfin voilà, extraordinaires parce qu'on vivait moi je vivais une aventure, j'ai vécu une aventure extraordinaire avec, un groupe de copines et enfin voilà. Moi j'ai joué 25 ans au rugby et pendant 25 ans, je suis partie en colo tous les week-ends. À chaque fois qu'il y Ouais, avait match, je retrouvais mes copines, j'étais trop contente et enfin voilà, c'est quelque chose moi qui j'ai pris un plaisir de fou à jouer et à partager des aventures humaines essentiellement, au rugby, OK. voilà. Mmh. Tu l'as dit, tu as fait quand même c'est 2 ou 3 grands chelems? Moi j'en ai fait 2. OK, Ouais. Mmh. 2 grands chelems, donc au tournoi Destination. Oui. Hem, est-ce que c'était à cette époque-là, du coup, aussi prestigieux que maintenant? Enfin le tournoi Destination? Oui, 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 c'était une très belle OK. performance et ça a fait l'objet des premières médiatisations, on va dire, qu'on a connues, enfin voilà. À l'époque, on avait Rencontre à 15, qui nous suivait régulièrement et donc on avait nos petites heures de gloire. Les matchs il y avait des résumés des matchs qui étaient diffusés, tout ça, enfin voilà. Et donc effectivement, ça a eu un impact, ça a eu un impact. Les gens parlaient, de nous, de nos performances, enfin voilà. C'est toujours plus simple quand les équipes gagnent, d'attirer, Ouais, bien du sûr. monde et de faire parler que quand on n'a pas de résultats. Donc c'est vrai que ces années-là, on a quand même posé la base, on a posé la base de choses, voilà, dans ces années-là, on a connu 3 grands chelems. Moi, j'en ai fait que 2 parce qu'il y a une année où j'étais enceinte de mon premier OK, fils et donc j'ai pas joué, donc je faisais pas partie de ce ouais. grand chelem-là, mais l'équipe avait fait 3 grands chelems, assez rapprochés, notamment 2004-2005 si je me souviens bien. Et quand tu as rejoint Montpellier, tu l'as dit, vous avez connu quand même, c'est six titres à Oui, Montpellier? pendant que j'étais oui, Donc c 6 titres, c'est quand même, bah, vous étiez l'équipe, dominante. Est-ce que vous jouiez une coupe d'Europe? Est-ce qu'il y avait une coupe d'Europe d'organiser ou pas pour, les gagnants des grandes mmh. ligues? Alors
c'est ce qui manque au rugby C'est féminin ce qui manque encore. aujourd'hui, de clubs notamment. C'est une coupe d'Europe qui réunirait, les meilleurs clubs, européens. Ouais, Alors pour l'anecdote, malgré tout, il y a eu des velléités d'organiser une coupe d'Europe, qui s'est résumée une année à un match en fait entre la championne de France et la et la championne championne d'Angleterre? d'Espagne. D'Espagne, OK. D'Espagne. Au début, effectivement, l'idée, c'était de prendre les championnes d'Angleterre, les championnes de France, les championnes d'Espagne, et puis il devait y avoir une quatrième nation, de faire une demi-finale et puis une OK. finale. Voilà, en fait, il y a eu des problèmes de budget, etc., et de sous. Et donc, il y a eu un match entre les championnes de France et les championnes d'Espagne. Cette année-là, les championnes de France en titre, c'était Montpellier, qui a remporté son match contre les championnes d'Espagne, je ne sais plus quelle équipe c'était. Et donc, pour l'anecdote, Montpellier Ch reste pour l'instant la Championne d'Europe. seule et unique championne d'Europe de rugby féminin. Mais voilà, dans une compétition qui s'était résumée à un match et qui Ouais. était un peu tronquée. Mais voilà. Et donc moi, il y a une question qu'on aime toujours beaucoup poser. Tu as parlé justement de cette expérience humaine parce que pour toi, c'était vraiment des relations humaines et des bons souvenirs que tu en as gardés. Est-ce que tu pourrais raconter un souvenir, une anecdote qui t'a particulièrement marqué, que ce soit au club ou en sélection nationale? J'ai une petite anecdote qui est pas forcément, liée à ma pratique, enfin à mon amitié avec les joueuses et tout ça. Mais, mon fils quand il était petit, mon fils venait voir mes matchs, et donc voyait des filles, qui jouaient au rugby, voilà. Et quand les copains de son papa qui était rugbyman aussi, lui demandaient, s'il allait jouer au rugby, parce que, bah, on est tous contents de voir, nos enfants Ouais, prendre la relève et tout ça. Il leur répondait, très sérieusement, il leur disait: «Non, non, moi je vais pas jouer au rugby, c'est un sport de filles». Voilà, parce qu'il venait voir mes matchs, il voyait que du rugby OK. féminin, et donc il répondait aux copains de son père que non, non, il ferait pas du rugby parce que c'était un sport de filles. Voilà, et donc c'était rigolo parce que évidemment, il s'est rendu compte quelques années après que finalement il C'était y avait pas tant de filles que ça qui jouaient, que c'était plutôt un sport de garçons, et d'ailleurs il joue au rugby, depuis, maintenant. et oui, oui, il joue encore, il y prend beaucoup de plaisir. Et donc au niveau médiatisation, comme tu l'as dit, quand vous aviez été suivis, pendant les coupes du monde, c'était un événement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les matchs sont diffusés? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on est supporter du MHR et qui joue à l'extérieur, est-ce qu'on peut aller regarder un match, que ce soit, sur YouTube ou à la télé ou, où est-ce qu'on en est? Non, pour l'instant, il y a des initiatives qui sont ponctuelles, par moment de live, mais on va dire, maison quoi, OK, des lives un peu bricolés, voilà. Il y a pas de possibilité, actuellement de voir les matchs du MHR. Canal+ diffuse, de plus en plus de matchs, du championnat malgré tout, donc sur des événements, sur des affiches, particulières, on peut voir, certains matchs de rugby OK, féminin. On ne peut pas suivre le championnat dans son dans son ensemble. intégralité, mais on peut suivre de plus en plus de matchs de championnat d'Elite 1, d'AXA Elite 1, sur Canal+, voilà. Et d'ailleurs, on a une affiche qui arrive là, Contre Bordeaux-Bègles? voilà. Alors, c'est pas l'UBB chez les filles, c'est le OK, Stade Bordelais, OK, mais d'accord. voilà, c'est effectivement contre Bordeaux. Le 29 novembre, il y aura une double affiche. Les garçons rencontreront, l'UBB à 14h30, et nous, les filles, on enchaînera à 16h45 contre le Stade Bordelais. OK. Tout ça se fera au Septéo Stadium et devant les caméras, de Canal+. De toute manière, tout ce qui va dans le sens de l'exposition et de la médiatisation, de la pratique féminine, ça va dans le bon sens. C'est une pratique qui Carrément. plaît aux gens, parce elle est différente de celle des garçons, pas dans les règles et pas dans le mais La dans façon de la jouer? façon de jouer, parce que les capacités physiques, sont pas tout à fait les mêmes, parce que les passes sont un peu moins longues, parce que les courses sont un peu moins rapides, et du coup, il y a plus d'espace. OK. Le jeu au pied aussi dans la pratique féminine est moins prégnant, et donc bah, forcément si on joue moins au pied, ben, on joue plus à la main, Ouais. et donc voilà, ça, mmh,
ça crée un rugby qui est très agréable à regarder plus de passes, plus d'espace et en général, les gens apprécient beaucoup, quand ils découvrent le rugby féminin, qu'ils ont connu, le rugby il y a quelques années en arrière, ils retrouvent des choses qu'on voit moins aujourd'hui avec des défenses chez les garçons Ouais. qui sont très cadenassées, avec des capacités physiques, qui permettent, bah, quasiment de traverser le terrain en 2 passes. Enfin voilà, il y a des ça cadenasse un peu les défenses, ce qu'on a moins dans le rugby féminin. Et je pense que d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a souvent avec différents sportifs. Et c'est la réflexion qui revient souvent, c'est que le football masculin qui est quand même très professionnalisé, etc., peut, dans beaucoup de cas, on peut aussi parler du foot, peut moins divertir dans le sens où c'est devenu trop réglementé et trop cadenassé, comme tu as pu le dire. Et du coup, le rugby féminin, et comme le foot féminin, on en a parlé avant, offre une très bonne option et justement peut permettre de se développer de cette manière-là. Et moi, je souhaiterais revenir sur, on parlait de l'aspect tactique, etc. Je souhaiterais revenir sur ton poste. Si je me trompe pas, tu étais deuxième ligne Mmh. et avec, entre guillemets, une autre fonction que tu pouvais être pilier. Est-ce que tu pourrais parler de ton poste? Les postes au rugby sont parfois moins compréhensibles. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer ton poste et, bah, entre guillemets, tes qualités, tes défauts quand tu étais encore joueuse? Ouais. Alors pour être précise, j'ai joué partout devant sauf au talon, donc j'ai couvert, les postes j'ai commencé 8 en fait, OK, quand j'étais jeune. J'ai joué 8. J'ai joué ensuite, 2e ligne. Au fur et à mesure que l'âge tu reculais. avançait, je remontais moi aussi dans les numéros et j'ai fini pilier, effectivement pour donner un coup de main. Voilà, pour l'anecdote, j'ai joué ces 3 postes-là en équipe de France Ouais. aussi. J'ai eu une sélection en tant que pilier, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu une sélection aussi en tant que pilier, donc je pense que c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont eu des sélections sur ces 3 postes-là et donc effectivement, moi, je me sentais plus à l'aise sur le poste de deuxième ligne parce OK. que sur un poste de pilier, j'étais une pilier qui était quand même relativement grande, donc j'étais plutôt en difficulté sur les phases, sur les mêlées fermées, sur les phases statiques, OK. c'était plus compliqué pour moi. Après, j'étais un pilier qui était très mobile, dans le jeu parce que, bah, moi, j'avais un profil atypique, pour jouer pilier. Pour jouer 8, ben, je manquais un peu de vitesse alors pas forcément de puissance, mais un peu de vitesse, pour être vraiment très explosive, Ouais. au contact et tout ça, enfin voilà. Alors que deuxième ligne, finalement, bah, c'était un poste qui ne mettait pas en difficulté sur la mêlée fermée. J'étais très à l'aise techniquement sur ce poste-là en mêlée fermée et ça correspondait bien à mes qualités d'endurance, un peu. Enfin voilà, j'étais un tracteur, moi. Je courais longtemps, mais pas très vite et pas très fort. Enfin voilà, j'avais pas beaucoup de variations De de vitesse? vitesse et tout ça. Mais par contre, j'étais endurante, je pouvais jouer 80 minutes. Je jouais d'ailleurs quasiment tout le temps 80 minutes et j'étais présente jusqu'à la fin du match. Et puis j'étais une combattante, j'étais une guerrière, j'étais une pénible un peu dans les regroupements. On partait pas avant moi. Enfin voilà, j'étais toujours rarement prise au niveau des règles et tout ça, jamais de mauvais gestes. Ça, OK. j'y ai tenu toute ma carrière. C'est une valeur pour toi? Ah oui, oui, vraiment très, très importante. Enfin, pour moi, les bagarres ont rien à faire au rugby. Enfin voilà, on fait un sport où on a la chance de pouvoir ben, châtier quelqu'un dans les règles. Enfin voilà, appuyer un plaquage. Voilà, vraiment, enfin, on a la chance de pouvoir marquer l'adversaire Ouais. dans les règles. Et donc, voilà, les mauvais gestes, moi, j'ai toujours. Ça a jamais été mon truc et voilà. Et justement, tu as parlé de cet aspect-là de déception vraiment. Hem, Maintenant, l'aspect mental, l'aspect préparation mentale est très important. Est-ce que, quand tu jouais, tu suivais, ne serait-ce qu'un psy ou même un préparateur mental pour ces compétitions-là? Ou c'était un aspect qui n'était pas du tout, important pour vous? Alors, c'est un aspect, moi, que j'ai découvert sur la fin de ma OK. carrière. On avait des étudiants, qui venaient en stage, donc ils étaient en formation encore et tout ça
et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le travail que j'ai pu faire sur, une saison notamment, avec un jeune stagiaire qui venait et qui m'avait ouvert un peu les portes de de Cet ce univers-là? monde-là et de cet univers-là. Après, on ne travaillait pas, autrement en tant que joueuse. Moi, par contre, paradoxalement, je pense que c'est justement mes qualités mentales, innées ou enfin voilà, en fait, je pense que j'avais ces qualités mentales, sans forcément avoir besoin de les entraîner et tout ça, et c'est ce qui a fait ma force, je Quand tu jouais? pense en tant que joueuse. Parce que finalement, j'étais pas une joueuse, avec des qualités physiques exceptionnelles, j'étais pas une joueuse avec des qualités, voilà, vraiment qui sortaient du lot. Mais Ouais. je pense que j'étais une guerrière. J'étais vraiment quelqu'un qui était capable de se remobiliser, qui était dur au mal, qui avançait, et je pense que c'était vraiment des qualités mentales OK. que j'avais, j'avais des choses à prouver, je pense. J'ai été une adolescente un peu, mal dans sa peau, j'étais plus grande, j'étais plus costaud que toutes les autres, enfin D'accord. voilà, et ça, ce sont des choses qu'on vit pas forcément Ouais, bien ouais. quand on a 12 ou 13 ans, et en fait, bah, le rugby a fait de tous mes complexes des qualités, Tes forces? voilà, des forces et des choses, qui bah, ouais, au rugby, c'était bien d'être plus grande que les autres. Au rugby, c'était bien d'être plus costaud que les Ouais. autres, enfin voilà, et du coup, je pense que ça m'a permis aussi de prouver que je valais quelque chose malgré le fait que j'étais peut-être parfois un peu hors norme, même si bon, il y avait rien de Oui, complètement oui. exceptionnel mais voilà, c'est dans une construction personnelle. Je pense que ces qualités mentales, je les avais de façon innée et qu'elles ont été mes qualités principales, en fait, dans ma carrière, voilà, et aujourd'hui, je suis par contre je milite vraiment pour que ces qualités mentales puissent être entraînées au OK. même titre que, des qualités physiques, que des qualités musculaires, que des qualités, enfin voilà. Aujourd'hui, je dis souvent, on ne demande pas leur avis, aux joueuses, si elles pour, aller à la muscu ou pour aller à la préparation physique, enfin voilà. Pourquoi est-ce que la préparation mentale devrait être, basée sur le Oui. volontariat? Enfin voilà. OK. Dans ce sens-là. Pour moi, il y a vraiment, un changement à opérer. J'ai des amies qui sont préparatrices mentales et qui me sensibilisent aussi beaucoup à cette dimension de la pratique, et je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus gros leviers de progrès OK. qu'on peut Cet avoir aspect mental. sur les équipes en général, et encore plus, j'ai envie de dire encore plus dans le rugby masculin où tout est où au niveau technique, au C'est millimétré. niveau ouais, tout est vraiment, enfin voilà, les joueurs sont vraiment de plus en plus préparés, de plus en plus au top et tout ça. Je pense que cet aspect-là mental, est encore très, très peu exploré, OK. et offre, des possibilités de développement, vraiment très, très importantes, quoi. Ouais, donc l'aspect là mental, c'est un truc que tu essayes aussi d'inculquer, au MHR? Ou c'est déjà mis en place, au MHR féminin? Alors, on travaille avec des préparatrices mentales OK. au MHR féminin, enfin voilà, on aimerait toujours avoir, plus de moyens, mais le suivi, en préparation mentale existe, et on est très contente et très fière, De l'avoir mis en de place. l'avoir mis en place, et qu'on ait cette possibilité, là offerte à nos joueuses, voilà. Moi, j'ai pas, moi, j'essaye de transmettre quelque chose qui est plus de l'ordre de l'histoire et de l'état OK. d'esprit et de la culture d'équipe, en fait, voilà. J'ai pas de compétences particulières dans la préparation mentale proprement dite, mais je suis porteuse d'une histoire Ouais. et de valeurs qu'on partage, et de valeurs qui, pour nous, bah, font le MHR féminin. Le MHR féminin, c'est pas un club comme tous les autres, voilà. Il y a Il des y a une valeurs. histoire, il y a une culture, il y a des valeurs C'est une institution. qui ont fait notre force, et qu'on ne doit pas oublier, et qui vont refaire notre force, voilà, sur lesquelles on va pouvoir bâtir pour revenir, OK. voilà, même si les résultats sont peut-être un peu moins bons depuis quelques saisons, voilà, on reste en Elite 1, on reste une équipe, avec laquelle il faut compter, et ces valeurs-là,
Elles doivent perdurer. elles doivent perdurer et nous, on est là, les anciennes, voilà, c'est au MHR, on on tient à garder cet héritage, on tient à garder ces valeurs et par exemple, aujourd'hui, Jennifer Troncy, est entraîneur, de l'équipe 1. Voilà, et c'est quelque chose qu'on perpétue, enfin voilà, garder cette histoire, garder, les entretenir ce lien entre les générations et cetera, c'est quelque chose qui est très, très important ici. Est-ce que tu peux juste expliquer, qui est Jennifer Troncy pour le MHR, Bien sûr. Alors au Jennifer niveau de son Troncy, histoire? c'est une, joueuse internationale, A15, A7. Elle a fait partie de l'équipe qui a fait les JO, les premiers JO, de rugby à 7, OK, à Rio. Voilà, donc c'est une joueuse qui est arrivée à 16 ans en équipe première à Montpellier, qui a été de quasiment tous les titres montpelliérains, parce que moi personnellement, j'ai eu 6 titres, avec l'équipe, ouais, mais l'équipe, enfin, le MHR féminin a obtenu 8 titres en première division, un titre aussi en dessous. Enfin voilà, donc il y a eu, et Jennifer a fait partie de tous ces OK, titres-là quasiment. Voilà, donc c'est vraiment une institution. C'est une institution ici à Montpellier. Et voilà, donc aujourd'hui, elle est entraîneur. entraîneur de l'équipe d'élite 1 et c'est quelque chose qui correspond tout à fait à la volonté qu'on a dans le club De transmettre cette histoire-là. exactement, de transmettre. Mmh. Et il y a un sujet qui nous touche particulièrement, la nouvelle génération, hem, c'est cet aspect-là, de grossesse dans le sport. On en parle de plus en plus, dans les médias avec, de nombreux cas même, bah, au sein de sportifs de haut niveau. Clarisse Agbenienou qui a Oui, annoncé être enceinte. oui. Hem, Comment tu l'as vécu toi cet aspect-là de revenir à la compétition après avoir fait une puis 2 grossesses? Alors, moi, je me suis pas posé de questions, en OK, fait, je l'ai vécu, enfin, voilà, et je pense que j'ai participé il y a quelques années à un colloque, sur, justement, la grossesse et la pratique sportive de haut niveau et je crois que j'ai fait bondir, des médecins, qui se trouvaient dans la salle. Parce que moi, je l'ai vécu, bah, on n'était pas du tout suivis, pour ça, on n'était pas du tout encadrés et en fait, je l'ai fait un peu au feeling. OK, Et notamment pour ma deuxième grossesse, j'ai couru jusqu'à la veille de mon accouchement. J'ai couru 3/4 d'heure, enfin voilà, et j'ai accouché à terme. J'ai eu aucun problème et OK. enfin voilà. J'avais couru 3/4 d'heure, autour du terrain, avec une copine, qui venait de se faire opérer, enfin qui reprenait d'une opération des croisés et voilà, le mardi soir à l'entraînement, j'ai couru et j'ai accouché le mercredi soir et 3 semaines après mon accouchement, je tannais ma sage-femme pour reprendre et tout ça. Je lui dis: «Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller?» Et elle m'a donné le feu vert 3 semaines après mon accouchement et un mois après, j'étais sur les terrains et OK. je jouais les phases finales, enfin voilà. Alors je dis pas que mon périnée en a pas souffert un peu et enfin voilà, mais ce que je dis, c'est que bon, bah, c'est faisable parce que moi je l'ai fait et que j'en suis pas morte et que, enfin Ouais, voilà, que ouais. j'étais plutôt performante, malgré ma grossesse et enfin voilà, j'ai repris assez vite, j'ai repris très vite. Ce que je dis, c'est que bah, c'est faisable et que quand, enfin voilà, et que quand, j'imagine que quand on est encadré, ça doit être encore plus faisable et quand on est suivi, Oui, encadré, qu'on bénéficie d'une préparation adaptée, et, enfin voilà. Pour moi, les grossesses sont pas du tout incompatibles avec OK. le sport de haut niveau et voilà, moi je l'ai vécu de façon voilà un peu empirique et enfin un peu comme je le sentais Ouais. et voilà ça, mais c'est faisable. Ouais, donc c'est un message qu'on va garder et qui est Ah, important d'être transmis ah oui, justement. oui, Tu parlais de oui, vraiment. transmission. Et puis moi avec le recul aujourd'hui, je suis heureuse D'avoir fait ça? d'avoir eu mes enfants à un âge où, ben, enfin voilà, les 2 fois, quand je fais le choix de m'arrêter pour avoir un enfant, les 2 fois, je suis en plein pic de ma carrière quasiment, OK. enfin voilà.
Et bon, ça a été bon, ce sont des choix qui ont été faits, bah, enfin voilà, pour des raisons Ouais, personnelles ouais, bien et sûr. enfin voilà. Mais mmh, quand à 30 ans, j'ai eu mon deuxième fils et que j'ai repris, et ben, finalement, j'ai pu jouer 10 ans, derrière, Ouais, j'ai pu jouer jusqu'à 40 ans. Alors que finalement, je pense que, bah, si j'avais pas eu, mon premier fils à 24 ans et mon deuxième à 30, je pense qu'à 32, 33, ça aurait sans doute, commencé à me titiller, et je pense que je serais pas forcément revenue à 34 ou à 35 ans, OK, après avoir eu, ouais, alors que là, finalement, bah, j'ai fait mes enfants relativement jeunes, et du coup, j'ai pu jouer jusque ouais, très ouais, tard, parce que enfin, je l'ai aussi évoqué, tout à l'heure brièvement, mais finalement, mes enfants ont grandi avec les exigences, en fait, du avec les club. exigences du club, et donc bah, j'ai été enfin, finalement, le fait qu'ils grandissaient aussi, en même temps, ça me rendait, enfin, ça me donnait plus de liberté D'autonomie, aussi ouais. pour Oui, m'entraîner, et voilà. Donc c'est quelque chose, moi, que j'ai en tout cas réussi à concilier, de façon assez fluide, dans ma vie, ouais, ouais. dans ta vie. Mmh. Et tu as parlé, du fait que tu sois arrêté à 40 ans. Mmh. C'est une carrière qui dure relativement longtemps. Je sais pas si dans le rugby, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent aussi tard. Mais est-ce que c'était vraiment une volonté de t'arrêter à ce moment-là? Ou est-ce que c'est le corps qui te disait au bout d'un moment: «Non», je sais pas, au niveau des blessures Ouais. et Malheureusement, c'est mon corps qui m'a lâchée, OK, ouais, ouais. J'ai subi une, rupture des croisés, en 2019, d'accord. et j'ai pas réussi à revenir, bon ça, j'ai enchaîné avec un confinement, hein, parce que j'étais Ouais, blessée en octobre 2019. 2019, et donc je devais revenir en février, enfin, j'étais apte à reprendre, En en février mars, 2020. 2020, et en fait, on a été confinés. Voilà, et donc j'ai fait une tentative de retour, en début de saison 2020, et en fait, j'avais eu 40 ans, j'avais mon genou sur lequel j'étais pas hyper, sereine. OK. C'était la première fois que je gérais une blessure de toute ma Tu avais carrière. jamais été J'avais eu blessé avant? quasiment jamais. J'ai loupé un match sur blessure, dans toute ma carrière. Je m'étais sorti l'épaule, mais enfin voilà, et en fait, j'avais jamais eu à gérer ça, et là, ça a été trop, en fait, revenir, enfin, j'avais l'impression que les filles allaient à 10 000 autour de moi. Moi, j'avais 40 ans, et bah, Ouais, on ouais, récupère pas aussi vite, bah, et puis on développe pas aussi bien, les compétences, enfin voilà, nos capacités et tout bien ça, sûr. et heu et voilà, ça a duré 15 jours, ça a été, une Ça a été trop expérience traumatisante, traumatisante. ah, Ouais, ah tu ouais, gardes un traumatisme? ouais, 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 parce que j'avais jamais joué avec la peur au ventre, OK. et que pendant ces 15 jours ou 3 semaines d'entraînement là, je jouais avec la peur au ventre tout le temps. Que J'avais tu peur te de me repètes faire le genou? rentrer dedans, j'avais peur de me faire mal aux épaules, j'avais peur de me faire mal aux genoux, j'avais peur de me faire plaquer, j'avais peur de plaquer, et Ouais, c'est horrible, horrible. Enfin, je sais pas comment font enfin, moi j'avais peur. On a toujours peur sur un terrain de rugby, c'est obligatoire, mais parce que mais quand c'est une peur qui paralyse comme ça, et qui, enfin, tu je arrivais plus à faisais jouer en fait? des en avant, j'arrivais plus à prendre des ballons, enfin, j'étais focalisée sur ce qui arrivait en face de moi, enfin, voilà, un Ouais, c'était côté, devenu plus ah possible oui, quoi. oui, oui, ouais, ouais, et je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre, et je disais: «Mais moi, c'est pas ça que j'aime dans le rugby. Moi, je voulais retrouver le plaisir que j'ai à jouer, enfin voilà», et ça a pas été possible. OK. Je retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réussi à reprendre, heu, il y En a vétéran? ouais, enfin en vétéran, non, pas en vétéran, mais je joue en régional avec une petite équipe OK. qui s'est montée à Villeneuve-les-Maglones, la saison dernière, et donc je joue avec des jeunes, et enfin voilà, mais dans un petit championnat régional, et je retrouve le plaisir que j'avais à jouer à cette époque-là. Alors à un niveau, bien sûr, qui n'a plus rien à voir avec, Avec ce que tu as celui, connu? que j'ai connu, mais j'arrive, voilà, j'ai surmonté cette peur-là, en tout cas, et j'arrive à reprendre le plaisir que j'avais, à jouer à cette époque-là avec mon équipe, de rugby à 10, et voilà, Ah, c'est du rugby à 10 là? c'est du rugby à OK. 10. Mmh. Et là, tu arrives à jouer sans peur maintenant? Enfin, Oui, la peur du genou, ça s'est évacué? oui, 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 je touche du bois. Voilà, mais ouais, Ah, voilà, tant mieux, c'est positif. voilà, mais c'est voilà, pour moi, c'est du loisir, et enfin voilà, même si
même si je pousse mes coéquipières à être exigeantes sur le terrain et si collectivement on est aussi allé chercher des titres, OK, enfin voilà, on est championne de l'Hérault notamment, l'année trop bien. dernière et donc voilà, et ben ça a été un grand moment aussi, de ma carrière, OK. ouais. Et donc, nous, c'est une question qu'on aime, sur laquelle on aime bien terminer justement. Mmh. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi personnellement, pour les 3, 4, peut-être 10 prochaines années à venir? Et qu'est-ce que tu souhaites aussi, ouais, ma chère, et qu'est-ce que tu aurais à dire aux petites filles, et aux petits garçons qui voudraient faire du rugby et qui écouteraient cette vidéo? Mmh. Alors, aux petits enfants, qui voudraient faire du rugby, je leur souhaite tout le plaisir que j'ai pris moi à jouer. Vraiment pendant des années, et c'est quelque chose que je répète souvent à mes enfants, il faut prendre du plaisir à jouer et du plaisir, on peut en prendre à haut niveau, comme dans des clubs plus modestes. Enfin voilà, ce sont des aventures humaines. Le rugby, c'est une aventure humaine, il faut prendre du plaisir et on peut prendre du plaisir à tous les niveaux et enfin voilà, c'est une carrière ne s'arrête pas quand les portes d'un club de haut niveau se ferment, enfin voilà, ça c'est quelque chose, prenez du plaisir, je vous souhaite de prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris à jouer au rugby. Heu, je me souhaite à moi, que ce projet féminin du MHR Continue de continue se à développer. évoluer, continue à aller de l'avant et que cette équipe, revienne, jouer les premiers rôles, dans le championnat et qu'on retrouve des performances, de très haut niveau et qu'on revienne jouer les premiers rôles, rejouer les premiers rôles dans ce championnat français. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je travaille de l'autre côté de la barrière maintenant sur le partenariat, sur le développement du partenariat, sur le développement Ouais, de la communication, le fait de faire venir des gens au stade, etc. Mais je serais vraiment très heureuse. heureuse que cette équipe performe Bah, sur le terrain. c'est tout ce que je te et je vous souhaite du Ouais, coup. merci. Merci beaucoup de m'avoir Merci à toi. accueilli, au sein de ces locaux et puis, bah, je te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup, Elliot.